Tiers livre, Écran de nuit, une semaine avec Kenneth Goldsmith, ce classique qui est devenu son Uncreative Writing et sa parution en France, titre L'écriture sans écriture. Et là-dedans, il y a du costaud. Et dans ce costaud, des tas de pistes. On a exploré celle de l'illisibilité, on a exploré celle des livres imaginaires, impossibles, et qui pourtant, avec le numérique, nous donnent des possibilités neuves de récits, ou deviennent possibles par le numérique. Il y a plusieurs routes qui se croisent, se complètent ou s'articulent. Une qui est essentielle, c'est quand même le rapport direct au monde. Changer le monde, peut-être pas. Être critique, être résistif, décaler l'imaginaire ou savoir se comporter. Le paradoxe de Goldsmith, c'est que ce que nous enseigne l'art conceptuel et ce que nous enseigne depuis plusieurs décennies une histoire méconnue d'auteurs qui se sont risqués littérairement dans des pratiques a priori si formelles qu'elles n'ont rien à voir avec le politique, le social, avec reprendre ces pistes qui peuvent paraître minuscules, secondaires, de travers, transversales, et puis tout d'un coup, avec le numérique, découvrir qu'elles sont là au plus immédiat, au plus explosif, dans la possibilité même d'organiser du texte, et puis toujours, avec Goldsmith, cette bascule. Ce qui compte, c'est le texte, ou bien les questions qu'il vous contraint à vous poser par rapport au réel, par rapport à vous-même, par rapport à lui et ses formes. Et dans la mesure où cet univers de questions est essentiel, alors que dans vos bibliothèques, vous avez tellement de profusion, de milliers de livres, qu'il en paraît comme ça, des milliers par an, est-ce que dans la mesure où ces questions, autant de la profusion, autant de la rapidité de circulation, autant du libre choix, c'est-à-dire que je peux m'orienter comme je veux dans mon navigateur, je peux subvertir les algorithmes, je peux aller au couteau et me débrouiller à faire ma propre sente toujours à travers les algorithmes. Et ça s'apprend, et ça se travaille. Et nos pratiques d'écriture peuvent être ce travail au couteau, comme ça dans les algorithmes des plus gros, des Amazon, des Facebook, des Google, etc. Ça aussi, c'est vachement intéressant. Comment même utiliser une recherche Google pour la transgresser et la modifier pour ceux qui viendront après. Ben là aussi, il y a un imaginaire. Un imaginaire parce que ça lutte avec quoi? Ça lutte avec nos usages privés du lire-écrire. Et c'est là qu'est l'imaginaire. Je m'embarque trop loin. La question donc essentielle, toujours, qui revient chez Goldsmith, c'est si la question est principale par rapport à ce que fait, non pas un roman, mais 20 romans de rentrée, ou bien si cette œuvre délibérément folle, délibérément excessive, qui accepte même en elle-même l'illisibilité, qui accepte l'excès, qui accepte la monstruosité, pourquoi pas? Si c'est l'univers de questions en amont qui compte, est-ce que ça compte tant que ça de réaliser l'œuvre? Est-ce que le projet de l'œuvre n'est pas suffisant pour être cet imaginaire à l'œuvre dans ce qu'on travaille avec le web? Et sur ces questions-là, je voudrais prendre quelques petits exemples. Kenneth Goldsmith, l'écriture sans écriture, Uncreative Writing. Parfois, par simple reproduction non interventionniste de texte, nous parvenons à débrouiller ou éclaircir des problèmes politiques d'une façon plus efficace que par la critique conventionnelle. Si nous souhaitons critiquer le globalisme, par exemple, une réponse par l'écriture sans écriture consistera à dupliquer et recontextualiser la transcription d'un sommet du G8 refusant de ratifier le contrôle des menaces climatiques, et cela en révélera bien plus que ne saurait le faire un éditorial de presse. Laissez le texte parler par lui-même. Dans le cas du G8, ils se détruisent eux-mêmes en étalant leur propre stupidité. Et moi, j'appelle cela poésie. Et cette dette, ou cette reconnaissance à Kenneth Goldsmith, c'est que pour appuyer ce chemin qui nous concerne au plus près, mais pour lequel on n'a pas forcément les outils, les bases, les matériaux, lui, ce qu'il nous dépote avec sa brouette, c'est justement ces éclaireurs qui sont allés voir par là. Des tas de gens dont moi je n'avais littéralement jamais entendu parler, alors qu'au bout de 5 mois à traîner dans la traduction de ce bouquin,
à chaque fois, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir sur YouTube, par exemple, j'allais remonter les pistes dans son grand site UbuWeb. Et puis à chaque fois, je les retrouvais, les gars. Je les trouvais avec des vidéos comme ça où ils sont à la peine, à la sueur, à la lecture. Et c'est sacrément vivant. On prend Alexandra Nemerov. Qu'est-ce qu'elle fait, Alexandra Nemerov? First, my Motorola. C'est le titre de son poème. Motorola, on ne sait plus trop ce que c'est maintenant dans nos téléphones, avec la normalisation. Dans lequel elle dresse une liste de toutes les marques auxquelles elle a été confrontée dans une seule journée, selon l'ordre chronologique du moment où elle s'est réveillée jusqu'à celui où elle s'est endormie. Ainsi commence ce texte. D'abord mon Motorola, puis mon Fret, puis mon Sonia Rykiel, puis mon Bulgari, puis mon Asprey, puis ma Cartier, puis mon Kohler, puis mon Bright Smile, puis mon Cetaphil, puis mon Brown, puis mon Bright Smile, puis mon Kohler, puis mon Cetaphil, puis mon Bliss, puis mon Kashi, puis mon Maytag, puis mon Silk, puis ma Pomme. Et si on continue comme ça tout le poème jusqu'au déroulement de la journée, ça finit, puis mon Ralph Lauren, puis mon La Perla, puis mon H&M, puis mon Anthropologie, puis mon Bulgari, puis mon Asprey, puis mon Fred, puis mon Sonia Rykiel, puis finalement mon Motorola. Et une fois le téléphone, ça part. Intéressant ou pas? En tant que tel, je sais pas. Par contre, qu'on fasse l'exercice pour soi-même. À quel nom de marque vous êtes confronté depuis votre marque de biscotte, depuis la marque sur le paquet de café, sur la marque sur le dentifrice, la marque sur votre clé de voiture, et puis ainsi de suite. Et dans notre petite vie ordinaire, pour libérer le langage, pour le retourner sur ce qui contient ou transporte d'aberration économique ou de réification économique. Quelquefois, traduire Goldsmith, j'avais l'impression que c'était se confronter à quelque chose de très similaire à Théodore Adorno. En quoi ce retournement-là, collant au plus près à ce qu'il vous apporte sous le nez de langue réifiée, qu'on arrive à le retourner. Dans ce même chapitre, il y a un magnifique hommage à un Français. Je vous en ai déjà parlé de ce livre. Mon catalogue. Mais catalogue de qui, puisqu'il n'y a pas de nom d'auteur? Mon catalogue sur la tranche, c'est mon catalogue à moi, lecteur, ou mon catalogue à n'importe quel anonyme, puisque le livre n'est pas signé. Mais si, quand je l'ouvre, par contre, là, je retrouve Claude Kloski. Et en même temps, est-ce qu'on a un nom de maison d'édition? Même pas. Comment il finit ce livre? Il finit par un achevé d'imprimer sur la mauvaise page. Et puis, quand il commence aussi même pas sur la belle page, il commence directement comme ça. C'est quoi mon catalogue? Il y a environ 500 articles où il prend tout ce qu'il a, lui aussi, comme ça, dans sa maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, les pantalons, les slibards, les chaussettes, les lunettes de soleil, la photocopieuse. Et 500, ça laisse la place d'en faire le truc. Et en même temps, dans chacun de ces paragraphes extrêmement courts, qu'est-ce qui prend comment la pub vous les impose. Et dans la pub, c'est là où il insère le prénom, le pronom personnel, excusez-moi. La pub qui vous présente ce truc, le plus beau dentifrice intégral blanc qui vous fait la brosse à dents la plus souple, ma brosse à dents la plus souple. Et du coup, chaque élément de chacun des 500 fragments de Claude Kloski devient une espèce de retournement de critique sociale. C'est très bizarre de voir comment Goldsmith s'appuie sur Kloski, la façon dont ce texte est parti aux USA pour nous revenir. Par exemple, Kenneth Goldsmith ouvre une drôle de boîte de Pandore et prend un poète pour lequel j'ai un grand respect, grande révérence. Il s'appelle Tony Hoagland. Son poème s'applique à ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas l'équivalent dans la prose. Je pensais à Mezzanine de Nicholson Baker, un auteur de Boston. Et, tout ce livre, c'est 24 heures en bas d'un escalator, ça dans un shopping mall, une galerie commerciale. Et puis tout d'un coup, tout un monde revient cru. Les démarches que Goldsmith explore dans la poésie, puisque c'est son monde, nous en prose, on les connaît de la même façon. Voilà le poème de Tony Hoagland. Et juste après la corbeille de chaussettes pour bébé pastel et sous-vêtements
Tu avais les télés faites en Chine à 49 $, et l'une qui diffusait les bonnes nouvelles d'une guerre lointaine, une autre sur la taille des poitrines à Hollywood, rapportée à celle des actrices de Bollywood. Et venait ma nièce, Lucinda, tout juste 9 ans, une vraie fille du Texas, qui s'était bien approprié son pédigré de blonde, me disant que faire les magasins, c'était son sport préféré, et qu'aujourd'hui c'était le jour où commençait son voyage, lançant sa carte de crédit neuve comme une faucille dans les prairies de la marchandise dorée. Aujourd'hui était le jour où elle cessait de regarder dans les yeux et commençait à comparer les étiquettes de sac à main alors qu'elle s'embarque, qu'elle plonge dans l'aveuglant royaume des promos, qu'elle y navigue, en extirpe toujours, et nous, on regardera comme les dieux dans les anciennes histoires se faisaient mortels, devenaient lauriers ou corbeaux pour leur apprendre ce qu'ils pouvaient de leçons. Ainsi avons-nous été faits américains pour apprendre un peu de la solitude. Magnifique allégorie sur la carte de crédit, le shopping mall, la consommation, la jeunesse. Et en même temps, Goldsmith s'en sert comme justement, c'est un travail sur le sens. Comment la littérature peut, ou chez Goldsmith doit apprendre en renonçant, comme ça vous savez son autre titre, Against Expression. Comment, en se forçant, en se contraignant au retrait concernant sens et expression, ce qui surgit du monde devenant plus plat, plus brut, vous permet d'aller plus loin dans le politique. Pour ça, il oppose à Tony Hoagland un autre poète, Robert Fetterman. Dans le même numéro de Poetry, Robert Fetterman publie un poème intitulé Directory. Depuis un simple relevé de nom dans une galerie commerciale anonyme repris selon la poétique des fonctions que sont la forme, la métrique et le son. Rem Koolhaas, vous savez Rem Koolhaas, le grand architecte qui a fait Delirious New York, c'est un grand classique ça, sur la genèse de la ville, et la ville en dehors de ses modèles haussmanniens, évidemment, puisqu'il s'agit de Manhattan. Un autre de ces classiques, c'est Junk Space, qu'il ne faut pas confondre avec Junk Food, quelque chose sur l'architecture modulaire, sur l'occupation modulaire du territoire. C'est aussi important, je pense, que son Delirious New York. Rem Koolhaas nous enseigne que le junk space est un labyrinthe de reflets. Il nous soumet par tous les moyens, miroirs, brillance, écho, à sa désorientation. La liste que propose Robert Fetterman, à partir des signifiants relevés lors de sa déambulation, est aussi morne, morte, hébétée que la galerie elle-même, avec l'intention de produire la désorientation linguistique en reflétant plutôt qu'en exprimant. Macy's, Circuit City, Payless Shoes, Sears, Kay Jewelers, GNC, LensCrafters, Coach, H&M, Radio Shack, Gymboree, The Body Shop, Eddie Bauer, Crabtree and Evelyn, Jamboree, Foot Locker, Lenshead, GNC, LensCrafters, Coach, Famous Footwear, H&M, Landcrafters, Foot Locker, GNC, Macy's, Crabtree and Evelyn, H&M, Cinnabon, Kay Jewelers, Lenshead, Hickory Farms, GNC, The Body Shop, Eddie Bauer, Payless Shoes, Circuit City, Kay Jewelers, Gymboree, The Body Shops, Hickory Farms, Coach, Macy's, GNC, Circuit City, Sears, H&M, K-Sweaters, Lenshead, LensCrafters, Eddie Bauer, Cinnabon, Radio Shack, GNC, Sears, Crabtree and Evelyn. La liste de Fetterman rappelle comment Rem Koolhaas évoque le joint space de l'aéroport de Dallas. La liste de Fetterman rappelle comment Rem Koolhaas évoque le joint space de l'aéroport de Dallas, DFW. DFW n'est composé que de 3 éléments répétés à l'infini, rien d'autre. Un type de poutre, un type de brique, un type de carrelage, tous de même couleur. Un genre de rouille, tabac, ocre. Sa zone d'embarquement semble l'amorce sans douleur d'un voyage au cœur du néant sans limite, sinon l'animation fournie par les Pizza Hut ou Dairy Queen. La répétition sans particularité que propose Robert Fetterman reflète la nature du capitalisme global en nous donnant une suite instantanément reconnaissable de noms de marques dans leur flux hébété. Radio Shack est devenu interchangeable avec Circuit City, mais en vérité, ne le serait-il pas? Et c'est comme ça que, traduisant Uncreative Writing, en fabriquant cette écriture sans écriture, parmi les rencontres auxquelles nous emmène, tout simplement, on est derrière lui, on le suit, et puis à chaque fois, ce qui vous est balancé sur la figure, c'est du langage, de la langue, du poème, de l'expérience, une expérience conceptuelle dans et par le langage
qui précisément vous ouvre l'imaginaire en tant que, ou par le fait même qu'elle vous appelle à refuser un imaginaire construit d'après les représentations existantes et vous laisser attraper par ces fonctionnements qui sont ceux, par exemple, de l'Internet, sur les questions de vitesse, sur les questions d'arborescence, sur les questions de code ou sur les questions d'arbitraire de ces masses de langage qui circulent. Et c'est là où ce livre est profondément dérangeant. Je n'avais jamais entendu parler, avant Kenneth Goldsmith, de Vanessa Place. Place, P-L-A-C-E, tout simplement, j'allais dire. Vanessa Place, vous pouvez même la retrouver sur Instagram, sur Twitter. Son Instagram est intéressant. C'est une femme qui est avocate. Sa spécialité en tant qu'avocate, c'est les types qui sont en prison pour fautes extrêmement lourdes. Des choses sur lesquelles il n'y a pas à revenir. En particulier des questions touchant au viol, à l'inceste, aux crimes violents. Et ces types-là, régulièrement, au bout d'un certain temps, sont en droit de faire valoir leur comportement en pénitentiaire pour tenter d'obtenir une libération anticipée. Une avocate est commise d'office pour faire un rapport sur le cas. Le rapport s'appelle en anglais statement. On retrouve dans ce mot statement ce dont on aura à parler, demain, à propos de Lawrence Weiner. Aussi un rendez-vous que je garde comme ça pour la fin de semaine, mais qui pour moi est des balises extrêmement fortes comme ça sur la question des protocoles en art visuel ou en écriture. Vanessa Place, dans son travail d'avocate, établit des dépositions, c'est-à-dire qu'elle fait un bilan de ce qui a été jugé, elle reprend l'affaire, mais elle doit le faire avec distance, puisque précisément c'est jugé. Et son travail de poète a consisté progressivement, mais depuis longtemps, par un livre qui s'est appelé Statement, à reprendre au mot près, à la lettre près, à reprendre exactement les textes qu'elle est contrainte, ou du moins qu'elle est amenée à rédiger dans son univers professionnel, et qui joue comme ça des questions extrêmement lourdes, et pour la société, et pour les victimes, et pour le type qui a été condamné. Et dans cette distance, dans ce travail comme ça d'objectivité qui est la marque professionnelle de ce qu'on lui demande, quand ça devient poésie, si on l'affirme comme poésie, en quoi c'est poésie? C'est poésie par le contexte. C'est recontextualisé parce que c'est dans un livre qui s'appelle Statement et qui appartient à la littérature contemporaine, où c'est contextualisé parce qu'elle-même se produit dans un festival ou un lieu de performance poétique et lit son statement, et lit ses statements. Je reprends Kenneth Goldsmith. Dans son usage autoréflexif d'une appropriation du langage, l'écriture sans écriture s'empare des politiques inhérentes aux mots empruntés ou à celles dont ils héritent. Comment les auteurs conceptuels pourraient-ils ériger des signifiants moraux ou politiques à des mots qui ne sont pas les leurs? Et pourtant, la méthode ou la machine qui élabore le poème met cette dimension politique en mouvement ou transforme en question les rouages moraux ou politiques des mots. Vanessa Place est une poète qui présente comme littéraire des documents légaux insipides, à forte charge éthique. Elle ne les change pas d'une virgule, mais les transfère de leur cadre légal au monde littéraire, laissant au lecteur le soin d'établir son propre jugement moral. Vanessa Place doit défendre en justice les auteurs d'atteintes sexuelles minables. Ce n'est pas un boulot facile. Elle dit « Tous mes clients ont été accusés de délits sexuels, sont détenus dans une prison fédérale quand on m'affecte à leur défense. La plupart de mes clients sont des récidivistes qui ont été condamnés à des centaines d'années de prison, parfois à plusieurs perpétuités. J'interviens principalement dans des cas de viol, d'inceste, mais j'ai aussi défendu des souteneurs, des prédateurs sexuels avec violence, ceux qui, une fois purgé leur peine, ont été placés contre leur volonté dans des hôpitaux d'État, et je fais appel de ces placements. Une certaine fois, la mère de Sarah remarqua que la culotte de Sarah était mouillée, sentait le sperme,
Elle demanda la raison à Sarah, mais Sarah répondit qu'elle ne savait pas d'où cela venait et est sorti. Alors la mère de Sarah mit la culotte à la lessive, m'enjoignit de ne plus penser à ce bazar qui s'était passé. La dernière fois que l'appelant s'en prit à Sarah, c'était à son domicile, Côte, T 1303. Les parties intimes de Sarah furent blessées quand l'appelant s'en prit à elle. Elle sentait une brûlure et elle continuait de ressentir cette brûlure lorsqu'elle allait aux toilettes, Côte, T 1302. C'est extrêmement dur à lire. En même temps, le réel, c'est ça. En même temps, précisément, la constitution de ce langage arbitraire qui joue dans un contexte extrêmement précis et marche par distance, mais a accès à l'état le plus détaillé, vérifié, documenté de la réalité, intervient en tant que poésie ou en tant que littérature. La question du genre, pour moi, là, n'est pas soulevée par Keynes, et c'est dommage. En tant que littérature, précisément, en ce sens que le fait même qu'on en fasse une performance est une représentation. La langue française, dans son ambiguïté, elle est parfaite à ce moment-là. Dans cette représentation, le réel et les reconstructions mentales dans l'intérieur. Où se joue cette instance politique? Allez, sur cette question, il nous faut une fin un peu plus légère que Vanessa Place, mais rejoignez-la sur Instagram. C'est vraiment un personnage fascinant, y compris parce que la prolongation de son travail, maintenant c'est un travail sur elle-même, mais en même temps cet état le plus neutre, le plus précis du langage. Et si pour finir on parlait de Simone Morris, Jack Kerouac, ça vous dit quelque chose? Un livre qui s'appelle Sur la route, écrit sur un gigantesque rouleau comme ça, d'un seul tenant. Ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait, Simone Morris? Il a décidé de retranscrire à son ordinateur tous les jours une page sur un blog, l'intégralité du rouleau de Sur la route. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous retapez au mot près? Bien sûr, il y a des précédents aussi chez Borges, Pierre Ménard, l'inventeur du Quichotte. En même temps, qu'est-ce qui change? Vous le publiez sur un blog. Ça veut dire que chaque jour, vous n'avez droit qu'à une page. Chaque jour, vous vous retrouvez dans la temporalité même du voyage de Kerouac, et en même temps, voyage interrompu par le séquençage du livre qui, lui, séquençait en pages la continuité du rouleau. Qu'est-ce que l'expérience a été quasi confidentielle. Pourquoi vous auriez suivre au jour le jour un blog qui retranscrit au signe près un livre que la plupart d'entre nous en traduction française aux USA dans l'original, disposent dans leur bibliothèque? L'important, c'est ce que dit Simone Morris, c'est en quoi cette expérience d'écriture l'a complètement changé, lui, dans sa position de lecteur. Il y a des magnifiques digressions de Kenneth Goldsmith, par exemple, sur comment Walter Benjamin aussi écrit sur l'intérêt de la recopie pour l'auteur et la temporalité, en quoi l'écriture est tellement liée dans sa force d'image à son temps de graphisme ou de transcription, qu'elle-même, si vous êtes à la machine, ou plus proche du piano que du jeu de cordes, c'est tout. Mais il y a le livre, au bout du compte. C'est quoi le livre que publie Simone Morris? Et en même temps, ce qui est passionnant, il faudrait dire Simon Morris, excusez-moi. Ou Simon Morris, ça va pas. Simon Morris. La chance qu'il a eue, je pense qu'en France, les ayants droit, prenez le petit-neveu de Monsieur Artaud, prenez la petite nièce de Georges Perec, qui bloque la publication de ce monument qui s'appelle Lieu, dont on a tant besoin, nous fondrait dessus immédiatement. Les ayants droit de Kerouac ont laissé Simon Morris publier son livre. Qu'est-ce que c'était son livre? C'était son blog. Le blog, on l'ouvre par la dernière chose qu'il a transcrite. Donc on avait un roman sur la route, mais de page à page, il n'y avait pas de continuité, puisque la fin du rouleau était tout au début. Mais le début de la première page était en haut de page de la dernière page du livre. Vous me suivez? Vous l'imaginez, ce livre?
qu'est-ce que c'est que cette production, là encore, d'illisibilité, de renverse formel, mais qui pose, qui met en théâtre, qui scénographie la continuité, l'idée de la discontinuité, l'idée de la reprise, l'idée de la lecture, l'idée du fractionnement de la lecture, et en quoi les livres qui nous entourent font partie, comme ça, de la matérialité de notre réel, aussi bien que ces instances de la consommation qui peuvent être tout près du corps, comme ce que prend Claude Klossky, ou directement à même la peau de la ville, comme ce que décrit Rem Koolhaas. C'était un autre versant de l'écriture sans écriture. C'est un finiste. À demain une dernière fois. My sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world, a sweet attention, that now are left to guide and disappear their own way into the common dark of all our death. Sleeping in me raw bed alone and stupid, with just this one pride and consolation. My heart broke in a general despair and opened up inwards to the Lord. I made a supplication in this dream. So in the last page of On the Road, I describe how the hero, Dean Moriarty's come to see me all the way from the West Coast just for a day or two. We've just been back and forth across the country several times in cars, and now our adventures are over. We're still great friends, but we have to go into later phases of our lives. So there he goes, Dean Moriarty, ragged in the moth-eaten overcoat he brought specially for the freezing temperatures of the East. Walking off alone, and last I saw him, he rounded the corner of 7th Avenue, eyes on the street ahead, and bent to it again. Gone. So, in America, when the sun goes down, and I sit on the old broken-down river pier watching the long, long skies over New Jersey, and sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the West Coast, and all that road going, and all the people dreaming in the immensity of it. In an hour, I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out, and don't you know that God is Pooh Bear? The evening star must be drooping and shedding her sparkler dims on the prairie, which is just before the coming of complete night that blesses the earth, darkens all the rivers, cups the peaks, and folds the final shore in. Nobody knows what's going to happen to anybody besides the forlorn rags of growing old. Think of Dean Moriarty, I even think of old Dean Moriarty, the father we never found. Think of Dean Moriarty, I think of Dean Moriarty.